Bonjour et bienvenue dans cette interview exceptionnelle. J'ai eu le plaisir d'être avec Maxence Rigotier. Bonjour Maxence. Bonjour Mickaël et merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Avec plaisir, on va parler de ton livre notamment, de la patate à 100 patates. On va parler de ton parcours. L'idée c'est de comprendre comment tu es devenu entrepreneur, ce que tu fais aujourd'hui et puis surtout de nous partager tout ce que tu as pu apprendre, parce que tu as, je pense, plein de choses, de valeurs à partager aux personnes qui veulent entreprendre, qui sont déjà entrepreneurs ou qui veulent investir. Grâce au parcours que tu as développé. Alors, je sais que tu es connu pour ta précision pour les chiffres. On va mettre des chiffres, on va mettre des dates. Des chiffres. Donc, vous allez kiffer normalement. Est-ce que tu te souviens depuis quand on se connaît? Je me suis posé la question. Tu vois, je me souviens qu'on s'est rencontrés à Malte, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en 2017. Malte 2017, ouais. Ok. Et aussi, séminaire Quitter la rat race de Cédric Anissette en 2018. Donc, on s'est vu dans ces périodes-là. Yes. Mais très bonne question, le jour exact. J'ai pas de souvenir, mais comme j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, tu étais dans la checklist des personnes avec mon frère qu'on suivait puisque tu as démarré en 2007. Toi, tu ne nous connaissais pas, mais nous, on était déjà en train d'étudier ton contenu à partir de 2011. Ok. Justement, si tu devais te présenter en une seule phrase, voilà, comment tu te présentes pour ceux qui te complètement. découvrent. Donc, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans la ferme agricole de mes parents, donc d'où ce que tu as évoqué il y a quelques instants, donc de la patate, la ferme agricole, à 100 patates, donc référence au film Les Trois Frères, donc qui équivaut aujourd'hui à 1 million d'euros. Donc j'ai près de 5 millions d'euros de patrimoine net. Et aujourd'hui, nous réalisons les tunnels de vente des entrepreneurs pour multiplier x2 à x3 leur chiffre d'affaires avec un tunnel de vente livré en moins de 30 jours, clé en main. Donc, Le mot-clé, Maxence Rigotier aujourd'hui, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente par rapport à cela. Et rien n'était prédestiné, puisque comme je l'évoquais, ferme agricole de moins de 100 habitants. Tu vas nous en parler. Ouais. À 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Comment ça démarre? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es sur Internet, que tu es passé de la ferme à déjà le fait d'être entrepreneur? Oui, absolument. Donc, comme tu le sais, la vie, entre guillemets, est marketée en 4 étapes. 0, 20, 25 ans, école-études. 25, 65, travail. 65, 80 en retraite. Et 80 et plus, on commence à préparer sa mort. Et ayant ce fervent l'envie de liberté, forcément, ce schéma de société ne me convenait pas. Donc, très rapidement, je me suis intéressé à de nombreux business models et j'avais envie de faire péter 3 contraintes de la vie qui vont te parler. Plus de contraintes géographiques, donc tout avoir directement depuis n'importe où sur la planète. Plus de contraintes horaires, que tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et plus de contraintes hiérarchiques, être son propre patron. Et quand on met ces 3 métriques que je viens d'évoquer, plus de contraintes horaires, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques, Internet est le seul levier qui fait péter ces 3 contraintes. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, puisque venant d'une ferme agricole, et on le voit régulièrement avec des manifestations des agriculteurs, mon père travaillait 70 heures par semaine. Aujourd'hui, il est à la retraite depuis le 1er novembre 2018. Évidemment, est-ce que ça intéresse des êtres humains de travailler 70 heures par semaine ou plus pour gagner une misère sur l'aspect financier? La réponse est non. Donc, c'est pour cette raison que j'ai cherché d'autres solutions et notamment tapé changer de vie dans Google en octobre 2010. Tu as tapé changer de vie? Changer de vie dans Google pour tomber sur Des livres pour changer de vie d'Olivier Roland à cette époque-là. Donc là, je ne peux pas faire plus simple. Changer de vie, simple, rapide, efficace. Non, mais ça, c'est vachement bien que tu le précises, que tu partages ça, parce que dans Google, effectivement, tu peux demander ce que tu veux avoir. Donc, tu as demandé à changer de vie et tu as changé de vie. Exactement. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on va peut-être plus utiliser l'IA. Oui, bien sûr. Mais dans le fond, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'autres ont déjà fait le chemin avant nous, d'où l'importance de modéliser, de s'inspirer de personnes qui ont déjà réalisé en tant que mentor et guide ce que l'on souhaite accomplir. Et naturellement, on va le réussir aussi. Ça, c'est vraiment vital de modéliser ce que les gens ont déjà réalisé pour pouvoir avoir la même vie qu'eux. C'est vraiment très important. Ouais, non, c'est très important et je pense que c'est d'ailleurs une bonne compétence que tu as, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir appliquer. Ça, et je pense que c'est vraiment un enseignement que tout le monde doit garder.
Parce que, voilà, toi comme moi, on vient d'un milieu, on n'était pas sur le web, donc il a fallu apprendre. Voilà, on n'a pas Et grandi avec une souris et un clavier non. dans la main, donc ça c'est clair. Et du coup, donc tu tapes changer de vie. C'est quoi le déclic? Parce que tu vois, donc tu vois le blog d'Olivier et Roland. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, en tombant là-dessus. Ouais, donc si je remets un petit peu de contexte, donc je réalise au lycée Émile Angotet section sportive, donc je rate mon bac économique et social en 2007, je l'obtiens en 2008. Ensuite, je réalise un BTS assurance, donc comme tu peux l'imaginer, assurance c'est très niché, Mhm. puisqu'à la sortie de mon bac, je regarde toute la liste des BTS, je raye tous les différents BTS qui ne m'intéressent pas, il ne reste plus que BTS banque et BTS assurance. Et comme mon frère a 50 plus que moi, il a un master finance, forcément je me dis, bah, si j'ai un BTS banque, je vais me faire allumer en quelque sorte par tous les masters finance, donc je choisis l'assurance. Ok. Donc j'obtiens en 2010 à Lyon. Donc je suis 2 années scolaires directement à Lyon. Et ensuite, j'ai poursuivi avec une année d'école de commerce, avec les concours tremplin et passerelle qui existent toujours. Et je suis à l'école Euromed Management à Marseille, qui s'appelle Catch Business School aujourd'hui. Et c'est en école de commerce que j'ai eu le déclic, puisque école de commerce, je viens pour faire du commerce. Sauf que école de commerce, c'est plutôt école de cadre supérieur, mais pas vraiment école d'entrepreneur Ouais. ou de commerce. Et c'est vraiment là où j'ai le déclic, puisque forcément, ayant un frère qui a 50 plus que moi, qui a déjà démarré la vie active, moi qui m'approche de plus en plus à démarrer la vie active, et forcément, comme je ne souhaite pas avoir les différentes étapes que j'évoquais il y a quelques instants, évidemment, je cherche des solutions, et étant quelqu'un de plutôt de bon sens, bon, bah, changer de vie, puisque j'avais déjà pensé à faire un resto ou plein de petits business modèles, mais comme je suis quelqu'un très chiffré, comptable, je vois rapidement que le business model va être très faible en termes de marge et surtout que je vais être aliéné, donc avoir un business local et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et c'est là où j'ai l'illumination, notamment avec des personnes comme toi, Olivier Roland, etc. Je me dis, waouh, on fait quelque chose que l'on aime depuis n'importe où dans le monde, on peut bien gagner sa vie et comme la majorité des gens qui cherchent au départ, moi je ne cherche pas à générer des centaines de milliers d'euros par an. Si je peux déjà avoir ne serait-ce qu'un salaire ou un revenu net de 3 000 euros par mois comme un travail en quelque sorte, bah forcément je vais être animé par rapport à ce que je fais, je vais pouvoir le gérer depuis n'importe où dans le monde. Donc même si aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai, les écarts en 2010 entre certains pays et d'autres aussi en pouvoir d'achat. Donc moi, je suis quelqu'un de très chiffré et ainsi de suite. Je me dis, bah, si je gagne ne serait-ce que 3 000 euros par mois, on est à Paris, bah, c'est la galère. Si maintenant je suis soit dans un pays d'Europe de l'Est, en Asie et ainsi de suite, j'ai une vie plutôt relaxe, zen, détendue, un confort de vie très intéressant. Donc j'ai aussi ce mindset qui est lié à l'international. Je me dis, waouh, les revenus sont différents en fonction de là où on se situe, parce que là, on a Internet. Donc, qu'on gagne 10 000 euros par mois, on est à Londres, bah, on n'est pas très bien sur l'aspect financier. On gagne 10 000 euros par mois, on est, on va dire, à Bali, avant l'explosion des prix. Bah, là, je vais très très bien, je vais vivre comme un pacha. Ouais, ça c'est notamment Tim Ferriss qui avait popularisé cette notion d'arbitrage géographique. Où effectivement, qui est encore toujours le cas aujourd'hui, même si ça se resserre un peu plus via la mondialisation et ainsi de suite. Mais l'argent décorrélé de là où tu es, sur l'aspect pouvoir d'achat, c'est grandiose versus une capitale européenne ou mondiale où le coût de la vie est beaucoup plus important. Ok, donc là tu envisages de faire autre chose. Je sais pas, est-ce que tu as eu peur, tu as eu des doutes en te disant, tu vois, comment tu décides? Parce que tu as investi dans tes études, tu as fait un parcours. À un moment donné, si tu fais autre chose, tu abandonnes tes études, tu vois, en tout cas, tu vas pas en profiter. Comment tu avais pensé à ça? Ouais, donc déjà, les études que j'ai réalisées, c'est plus des études par défaut, pour être dans le cadre d'une société, dans le moule, mais ce n'était pas quelque chose qui m'animait. Et assez naturellement, faire quelque chose où on est passionné, ça m'animait. Donc tout de suite, j'ai eu cette animation jour après jour. Maintenant, et c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes, ben, on a zéro capital, zéro connaissance, zéro compétence, zéro réseau et surtout zéro mindset. Donc je me rends compte très rapidement, ok, zéro mindset, donc ça veut dire j'ai des peurs, des bagages émotionnels, des croyances limitantes, un conditionnement. Donc j'investis en moi pour casser ces premières peurs, ces blocages et ainsi de suite. Ensuite, je me rends compte, ok, bon bah
je sais pas faire grand-chose, entre guillemets, notamment par rapport au web. J'ai jamais parlé à une caméra. Je sais même pas ce que c'est une offre irrésistible, un avatar client, un tunnel de vente, etc. Donc, je me rends compte que je dois tout apprendre. J'ai également zéro réseau, parce que moi, je suis d'une famille de paysans, donc aucun prédestination de développer ce réseau. Et en 2011, j'ai 6 000 euros de capital, donc c'est extrêmement faible, évidemment. Donc, petit à petit, je me dis, OK, je vais créer ma communauté. Donc, je démarre dans un premier temps sur les paris sportifs, puisqu'on fait une étude de marché. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle l'Ikigai, mais à l'époque, c'était vraiment de lancer, et c'est toujours le cas aujourd'hui, marché, compétences, passion, vraiment le concept PMC qui permet de savoir si on est sur le bon chemin. La célèbre citation de Confucius, choisis un travail qui te plaît, tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Donc moi aujourd'hui, et c'était le cas depuis 2011, comme j'aime ce que je fais, eh bien, je vais être en mesure de pouvoir réaliser des choses 50, 60, 70 heures par semaine. Et mécaniquement, je sais qu'au bout d'un certain temps, je vais être meilleur que 99% des gens. Donc vraiment partir de... On doit être animé. Et à mon sens, il faut que je dois, c'est le mauvais modèle. Naturellement, voilà, il y a peut-être un sport où tu es... Il y a des choses, peut-être qu'il y a un sport précis, on est animé, un art et ainsi de suite. Et naturellement, il y a des choses, on n'a pas d'explication rationnelle. On aime bien. Moi, j'adore courir, mais je n'ai pas d'explication rationnelle pourquoi j'aime courir. Et à l'inversement... l'aspect musique, instrument de musique, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas non plus d'explication rationnelle pourquoi je ne joue pas de piano, de guitare, de solfège ou ainsi de suite. Donc vraiment suivre son instinct, son intuition, et ensuite capitaliser sur ses forces, parce que c'est instinctif. Ouais. Donc là, ce qui est vachement bien, c'est que tu t'es écouté. Ouais, vraiment écouter son intuition. Il y a plein de gens qui vont se forcer et qui vont persister dans quelque chose contre nature, ils vont sentir qu'ils sont pas bien, et des fois ça crée des problèmes de santé, ça crée ils sont pas bien, et voilà. Donc là, tu t'es écouté dès le départ, donc ça t'a évité de partir dans une voie de garage, un job et autre chose qui t'aurait pas apporté satisfaction. En fait, c'est comme toi et comme beaucoup, quand tu as des rêves, tu te rends compte que le schéma de la société qui est généralement imposé ne va absolument pas permettre de réaliser. C'est le menu par défaut, et le menu par défaut, voilà. Il y a rarement des choses qui font rêver. C'est ça. Et comme malheureusement 95% des gens ne réalisent pas leurs rêves, après tu as le conditionnement sociétal, école, médiatique et ainsi de suite. Et à l'inverse, quand tu étudies, et là c'est encore plus le cas à travers les réseaux sociaux, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont vraiment une vie exceptionnelle. Tu dis, comment ça se fait qu'eux, ils ont l'air d'avoir une vie plutôt intéressante et moi, ce n'est pas le cas. Eh bien, je vais modéliser cela, et je pense que c'est vraiment important de croire que c'est possible dans un premier temps, et aussi de se dire, si cette personne a pu le faire, je vais pouvoir le faire moi aussi. Peut-être à une échelle moindre, mais je vais donner un exemple entrepreneurial. Si Jeff Bezos, donc fondateur d'Amazon, réalise plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par seconde, ok, moi, Maxence Rigotier, je peux peut-être réaliser 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà. C'est vraiment avoir ce chakra de se dire, ok, je ne serais peut-être pas en mesure de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires par seconde, mais avoir conscience et ce mindset d'abondance via la modélisation des gens qui réussissent et qui sont très inspirants. Moi, c'est toujours mon credo, et c'est ce que je recommande à 100%. Ouais, pour arriver à évoluer, à dépasser les peurs, à dépasser les doutes, et puis surtout se focaliser sur le positif, sur ce que tu veux, quoi. Ouais, toujours se dire quels sont mes rêves, mes priorités, et toujours voir naturellement ce qui nous anime. Ça, c'est dingue, hein, tu vois, juste de te demander quels sont mes rêves. Parce que, tu vois, combien de personnes aujourd'hui s'autorisent à se demander quels sont mes rêves? Beaucoup trop peu. Et surtout à répondre à la question. Ouais. Je pense que naturellement, en fait, les gens ça paraît simple, mais en réalité s'auto-sabotent. Parce que naturellement, tu as des enfants, ils ont des rêves. On a tous des rêves. On est tous nés, on est illuminés par le monde et ainsi de suite. Et ensuite, c'est l'environnement familial, sociétal, médiatique, école, etc., qui nous pète les rêves à chaque fois. Mais finalement, si on n'avait aucune limite, naturellement, n'importe quel enfant a des rêves. Ouais, c'est clair. Et c'est après quand tu avances dans la vie, mais
J'ai pas encore d'enfants, mais forcément, bah, moi, c'était vétérinaire. Tes enfants doivent certainement avoir. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes enfants? J'ai un de mes fils, il veut travailler chez Lego pour concevoir les modèles de Lego. C'est son rêve. Voilà. Bah, tu vois, naturellement, il n'a pas de raison rationnelle, entre guillemets. Ah oui, il est attiré il par adore rapport à ça, ça. il adore créer, donc il est là-dessus. On lui a dit, ben ouais, vas-y à fond, vas-y, on te soutient. C'est redevenir son âme d'enfant pour Mm. se reconnecter à soi et de se dire qu'est-ce qui me fait réellement vibrer au quotidien pour être sur le bon Mm. chemin. Et comment tu fais justement pour apprendre? Parce que ça, c'est un truc que je pense que tu as aussi bien maîtrisé. Tu vois, est-ce que tu as aujourd'hui des bonnes pratiques pour apprendre un nouveau sujet quand tu abordes quelque chose que tu connais pas? Alors, peut-être que ma réponse va te surprendre, mais je suis quelqu'un qui lit quasiment pas de livres Ok, et je suis vraiment dans un apprentissage par l'expérience. Donc, expérience. je suis quelqu'un qui fait beaucoup de séminaires, Ok. formations. En fait, je vais donner une analogie hyper simple. Bah, deux analogies. Le permis de conduire, bah, voilà. Explique-moi comment on conduit et je vais expérimenter. Ou si je dois demain apprendre à nager, donc je sais nager, mais pour donner cette analogie, j'ai pas envie d'apprendre dans le livre comment on a nagé. C'est, ok, fous-moi dans l'eau et ensuite explique-moi les premiers mouvements pour ne pas couler. Donc je suis quelqu'un qui a besoin de ressentir l'émotionnel, le corps, afin que ça ne soit pas intellectuel, en tout cas le moins possible, Ok. et le plus émotionnel, afin que ça soit intégré directement dans mes cellules vis-à-vis de tout ça. Donc je suis séminaire, formation, et principalement mon apprentissage a lieu par rapport à la pratique. Ok. Ah, c'est Et intéressant. peu finalement par la lecture, donc je lis un petit peu, mais c'est très très rare. J'aime vraiment expérimenter. Dernière petite analogie, j'avais fait Ferrari World à Abu Dhabi, donc il y a la part d'attraction la plus rapide du monde, de 0 à 240 km/h en 4 secondes 9. Bah, entre guillemets, j'ai pas envie d'avoir la notice, c'est let's go, je monte dans l'attraction, et une fois que j'ai fait l'attraction, je fais wow, ok, effectivement, il y a ça comme sensation, donc c'est le ressentir et non être, entre guillemets, dans l'intellectuel. Ok, ouais. Donc, Même si les trois sont bien, mais mon mode de fonctionnement, ouais, c'est non, je fais. on a tous une porte d'entrée en fait, hein. C'est-à-dire on a tous un déclencheur qui permet d'alimenter les deux autres. Ouais. Et effectivement, beaucoup de personnes, c'est le physique. Le physique permet d'alimenter l'émotionnel et du coup, ça alimente l'intellectuel. Parce que je vais donner une dernière analogie, je fais des marathons, je cours. Bah, entre la théorie, il y a le mur du marathon, et la réalité, il y a vraiment un mur du marathon, donc c'est 42 km à partir du 32 ou 35e kilomètre. Mais vraiment, c'est quand tu cours le marathon que là, tu comprends réellement, physiquement, émotionnellement, ce que c'est un mur du marathon. Parce que là, si je te l'expliquais de manière intellectuelle, on le comprend, mais il n'y a que quand on est le jour où on est en train de courir un marathon qu'on le comprend réellement, tu vois. Ça me rappelle une anecdote où on était en vacances, enfin en voyage avec la famille, on était au Japon et on est allé faire la tour de la terreur là je crois que c'était Universal. Et on voit là, tu vois, on voit les avertissements, on se dit oh tiens bro ouais, ça doit bouger un peu. Et en fait on monte dedans et au moment où on monte dedans on se dit oh putain. Et, Là, tu dis, ok, ouais, c'était pas des conneries, je comprends pourquoi ils ont mis un avertissement. Il te donne l'avis sur le parc, une seconde, le temps que tu dises qu'est-ce que c'est, et puis après ça chute. Et on est allé avec mon plus petit qui avait 6 ans ou 5 ans à l'époque. Tu vois, lui, il fait le truc, il est resté paralysé. À la fin, il a dit oh, c'était quand même un peu beaucoup. On s'est dit, mais dans quoi on l'a fait monter? Même moi, normalement, je fais jamais Même ce toi, genre de t'es truc. effrayé. J'aime pas ce genre de truc. Et on s'est dit, oh là là, parce que ouais, on n'a pas effectivement surréfléchi le truc. C'est souvent un travers qu'ont beaucoup de personnes qui sont dans la suranalyse et qui, depuis leur fauteuil bien confortable, s'imaginent toutes les possibilités, ce qu'il faudrait faire, etc. Et qui se retrouvent à ne pas faire au final, alors que des fois, tu te lances et après, tu apprends et tu tires des conclusions de la réalité et ça te permet de passer à l'étape suivante, quoi. Ah, c'est vraiment dans l'expérience qu'on comprend réellement les choses, parce qu'avant, intellectuellement, c'est plutôt cool d'avoir l'information, mais c'est uniquement dans l'expérience qu'on l'assimile vraiment. Yes. Ok, donc Paris sportif, premier business. Ouais, donc c'est le 1er février 2011. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, première année, Michael, à ton avis, quel est le chiffre d'affaires de mon activité? Ah, je ne sais pas. Quel est le juste chiffre, à ton avis? Je ne sais pas, 100 000 euros. Non, beaucoup moins. Bah, merci Beaucoup pour ta moins, confiance je sais et pas. ton optimisme. Première année, alors peut-être beaucoup moins, peut-être 20 000 alors. Moins, Ah, 10 000 moins, ou 5 000
Moins. 2000? Moins. T'as fait moins de 2000 euros la première année? La modique somme de 0 euros. Oh. Donc là, Ok. je comprends que l'entrepreneuriat, ça va être beaucoup plus long, complexe que je ne l'imagine. Puisque pour remettre une nouvelle fois dans le contexte, mes parents ont eu la fibre qu'à partir du 23 octobre 2023. Donc Ok. ça fait un bon petit moment. C'est précis. Voilà, donc imagine jusqu'à ce moment-là, j'évoquais souvent dans mon storytelling, on n'a toujours pas la DSL, etc., ce qui est quand même plutôt rare. Et mon père, aujourd'hui encore, n'a toujours pas d'adresse mail. Donc si tu veux lui envoyer un WhatsApp, un Messenger ou même l'obtiner sur un lead magnet ou quelque chose du genre, ce n'est pas Ça va possible. être Donc c'est compliqué. vraiment pour donner cet exemple. Donc je comprends la dure réalité quand tu pars de zéro Hmm. dans un secteur et la Ouais. difficulté vis-à-vis de tout ça. Cependant, je commence quand même à créer des connaissances, des compétences. Petit à petit, je fais face aussi à mes peurs, mes bagages émotionnels. Et l'autre avantage, c'est que comme je me suis lancé à 21 ans, forcément, j'ai pas non plus des grosses attentes financières. Oui. Donc, Puis t'as entre guillemets rien à et perdre. puis je démarre aussi en parallèle de mes études. Ok. Donc c'est un peu comme toi quand tu as démarré avec l'aspect consulting. Je mets du focus, Hmm. pas suffisamment, mais en même temps, je suis pas dans la zone de panique pour réussir puisque c'est en parallèle de mes études. Mais Ok. je me dis, je crée quand même un premier momentum afin de pouvoir avoir des actifs dans le futur. Ok. Même Ok, ok. si tu espères toujours que ça va plus vite, mais on en Toujours, revient toujours Et théorie versus réalité. je pense il nous faut cette perte de naïveté quand on est entrepreneur, parce que sinon tu fais pas les choses. L'insouciance et l'inconscience. Ouais, il faut un peu d'inconscience de croire que ça va être rapide, simple, comme dans l'immobilier. Il faut pas penser à tous les problèmes qu'il y aura. Il y en aura, voilà, mais ça sert à rien de penser à ça. Il faut croire que tout va bien se passer. Exactement. Donc, première année, zéro. Qu'est-ce que tu fais après comment tu ajustes le tir? Qu'est-ce qui se passe Donc 2011, donc c'est en parallèle de mes études. Mhm. Donc j'arrête l'année scolaire donc à l'été 2011. Donc j'obtiens mon bachelor management financier avec le TOEIC. Donc j'étais à Marseille pendant un an. Mhm. Et là, je décide d'arrêter mes études, donc à Bac+3, et de me concentrer réellement sur le business en ligne, plus à faire des petites missions. Donc j'ai travaillé donc à l'avenue du Prado à Marseille au CIC. Ah, ok. J'ai également fait les vendanges et ensuite j'ai touché le Pôle emploi, donc 933 euros exactement pour être précis. Et je décide de m'expatrier à Malte en 2012, en septembre 2012, pour deux raisons. La première, en 2012, à ton avis, quel est mon chiffre d'affaires sur cette Ça doit seconde année? Un peu plus? Non, Un petit peu 20, plus. 50 000. Moins. Merci à chaque fois pour ton optimisme par rapport à mes capacités. 20 000 euros? Moins. 10 000 euros? Un petit peu moins, Ah. 8 000 euros. Ah. Et je reçois une facture de 15 000 euros. Donc, ce qui signifie Une que, facture de quoi? lié au statut de micro-entrepreneur, c'était une erreur. Ah, Cependant, habitant chez ma mère à cette époque-là, on reçoit 15 000 euros. Donc, ma mère un petit peu affolée, etc. Donc, finalement, ça s'est retrouvé à 1 300 euros et ma mère a payé. Mais je me dis, attends, je fais 8 000 euros de chiffre d'affaires. On me demande 15 il 000. commence déjà à venir LOL, MDR, t'assassiner. étant numéro 1 allergique à la paperasse, numéro 2 étant financier et comptable, 8 000 euros, 15 000 euros, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc, je décide de m'expatrier à Malte en septembre 2012. Et comme les paris sportifs, Malte est parfait pour les bookmakers.com, etc. Donc, c'est un petit peu technique, mais c'est parfait pour parier. Je me dis, OK, je vais vivre comme j'ai donc 23 ans. Je venais de fêter mes 23 ans, je suis né le 8 août 1989. Je vais vivre très modestement. Donc, colocation, 570 euros par mois, donc 190 euros par personne. J'ai les 933 euros du Pôle emploi et je vis à peu près avec 700 euros. Et mon blog, donc ça démarre en avril 2012, arrive à peu près à réaliser 1000 euros par mois. Donc, Ok. je survis, c'est pas du tout à la liberté financière, loin de là, mais au moins, je peux être focus. Donc, environnement, puisque là, je suis dans ma bulle, en étant à l'étranger. Numéro 2, je suis dans un pays propre à mon activité. Et numéro 3, je coupe
le plus possible les coûts pour avoir la ressource la plus précieuse, mon temps, afin de me laisser suffisamment de temps pour réussir et pas être dans la pression de l'aspect financier et d'aller chercher un boulot alimentaire qui aurait été contre-productif, parce que là j'étais vraiment du matin au soir hyper focus sur mes projets. Donc là j'apprenais donc la formation. Il y avait aussi l'émergence de plus en plus de YouTube, donc des podcasts de motivation pour le développement personnel, me former sur pas mal de sujets, les montages vidéo, le copywriting, le marketing digital, etc. Et aussi le développement de mon business par la même occasion. Ok. Oui, effectivement, quand on est au début et surtout quand on est dans infopreneur, on réalise plusieurs métiers. Plusieurs métiers très variés. Surtout que quand tu es entrepreneur, finalement, tu es marketeur, vendeur, livreur de ta solution. Et ensuite, tu as l'aspect administratif, facturation, juridique. Tu as tous les aspects, les différents piliers d'un business. Et quand tu débarques de zéro, il y a énormément de choses à savoir et ça prend du temps pour les assimiler. Ouais, c'est clair. Et du coup, comment ça se passe une fois que tu as créé toutes ces conditions à Malte ? Donc 2012, je lance la formation, donc parieur gagnant, parier comme un pro, et je poursuis en 2013 avec le club privé Paris Sportif. Okay. Donc là, je démarre ce produit le 17 mars 2013. À ton avis, quel est le chiffre d'affaires que je réalise au cours de l'année 2013 ? Donc là, il n'y a plus de Pôle emploi parce que ça s'est arrêté au bout de quelques mois, et je suis toujours à Malte. Selon toi, quel est le juste chiffre sur l'année 2013 ? 46 220 €. Moins. 32 000 quelque chose. 32 000 €. Bingo, bravo. C'est vrai, 32 000 ? Banco, 32 000 € pour l'année 2013. Ok. Donc, ce qui est pas loin des 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. Plus, moi, je réalise tout moi-même, en quelque sorte. Donc, j'arrive à me mettre un petit pécule. Et surtout, je commence de plus en plus, 2011, 2012, 2013, ça fait déjà 3 ans, dont 2 ans que je suis à temps plein sur le projet, à vraiment développer des compétences techniques, marketing, vente, vidéo, etc., etc. Donc là, je sens le momentum en ma faveur et je suis vraiment en mode colocation, plus le week-end, pas de pesto, en mode restaurant à 15 €, une sortie par semaine, vraiment hyper... radin entre guillemets, mais vraiment pour me dire il faut que je me crée pour la petite anecdote. En juillet 2014, donc là j'ai 30 000 € de capital, donc ce qui commence à me permettre de respirer. Donc 2014, donc 2013 32 000, 2014, à ton avis quel est mon chiffre d'affaires? T'as peut-être fait x2, non? 60, 70? 71 495 €. Donc bien. là, le premier momentum. Donc là, je commence à... C'est important que tu partages tout ça, de voir que... Imagine, il faut mettre tout ça 2011, en place. 2012, 2013, 2014. Donc, je mets 4 ans pour réaliser mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires cumulé. Donc, je sais qu'on veut tout de suite. Cependant, la réalité, quand vraiment on part de zéro... Alors, peut-être que certains mettront moins de temps. Il y a toujours des exceptions ou des personnes... Mais c'est toujours avoir en tête qu'on a tous galéré, tu as galéré, j'ai galéré. En général, c'est plutôt ça le parcours. On aimerait tous pouvoir le réaliser en 6 mois, 1 an, mais la réalité, vraiment, quand tu démarres de zéro, il y a tout à apprendre et c'est OK. Et par contre, l'avantage, c'est que toutes les connaissances, compétences que je suis en train d'acquérir, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais pouvoir les avoir les années suivantes et jusqu'à la fin de ma vie. Donc, c'est ça que je prends conscience de plus en plus, c'est que je me dis, maintenant, forcément, une offre irrésistible, un avatar client, la vente, ce que je suis en train de réaliser, je vais pouvoir l'utiliser pour les 50 ou 60 prochaines années. Donc ça, c'est ce momentum assez fantastique que je me rencontre. Et à quel moment tu te dis, du coup, je peux en vivre et voilà, ça y est Là, vu que j'étais vraiment... moi, c'était depuis 2012. J'ai jamais été salarié parce que j'ai tellement... était dans un mindset, je vis avec 700 € par mois au début. Donc, colocation, un resto à 15 balles une fois le samedi soir, vraiment à avoir une vie très, 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 très modeste. Et aussi pour cette raison que je suis allé à Malte. Pourquoi? Parce que le coût de la vie est encore, je pense, aujourd'hui moins cher que la France, mais il était beaucoup moins. Alors, 110 mètres carrés, 570 € pour 3, donc 190 € par personne.
Je vivais Ouais, à c'est peu près clair. avec 700 euros par mois. Et forcément, Oui, célibataire, pas d'enfant, t'as pas rien. besoin forcément d'aller en Et Thaïlande. tu te doutes bien qu'à cette époque-là, je bougeais pas. Ouais. Donc j'étais à Malte 9 mois sur 12. Et si j'allais juste en Asie, l'hiver, janvier, février, mars, en 2013, 2014, 2015, Laos, Vietnam, Thaïlande. Mais pareil, j'allais au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, mais en mode auberge de jeunesse. Oui, oui, oui. Vraiment format, je n'ai pas d'argent, C'est des tu pays vois. qui coûtent pas cher de toute Ouais, façon. Donc, et surtout, si on remet dans le contexte à cette époque-là, aujourd'hui, ça a flambé quand même un minimum, même si ça reste encore très accessible. ouais, ça reste. Mais à cette époque-là, je me souviens plus exactement, hein, mais globalement, avec 1000, 1200 euros par mois, j'avais un confort de vie Ah oui, qui était très intéressant. Et ouais. une nouvelle fois, célibataire, Hmm. sans enfant, sans attente. Donc, c'était quand même plutôt pratique. Ok. Ok. Donc voilà, tout ça se met en place, ça se développe bien. Ensuite, 2015, 2015, à ton avis? peut-être le double de 150, 200 000. Peut-être en général, c'est un peu exponentiel. Ah, il y a Mais une petite transition, 103 000 euros 103 000. pour Ok. 2015, 2016, 150, plus 230. 238 000 en 238 000. 2016 et 2017, T'as fait peut-être x2 encore, non? Si ça peut être possible, ça. 400, plus, 500, plus 600. 626 000 euros. Oh, Donc là, il y a ok. vraiment Ah l'effet ouais, momentum. accélération à fond. Et 2018, officiellement, c'est la première fois que je dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc Ok. là, je vois vraiment le momentum. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Donc 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Donc je mets 4 ans pour faire mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires cumulé. Mhm. Et ensuite, 2015, 103 000, 2016, 238 000, 2017, 626 000 et 2018, je dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires avec une marge. Il y avait 2017, j'avais épargné 350 000 euros parce que j'ai toujours eu cette philosophie un peu Et de mettre de côté. en mode j'étais traumatisé à être à 700 euros par mois, même en 2017-2018. 2017, j'ai épargné plus de 350 000 euros et 2018, j'ai dû épargner 400 ou 500 000 euros. Bah, j'étais officiellement millionnaire, 1 Yes. million d'euros de patrimoine net au 31 décembre 2018. Waouh. Imagine Beau résultat. la- Ouais. la Excellent. remontada qui a eu lieu par rapport à ça. Et waouh, je me dis, Yes. c'est grandiose, c'est magnifique vis-à-vis de tout cela. Et du coup, en termes de business, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a permis? Est-ce que c'est la même offre que tu as de mieux en mieux vendue? Est-ce que tu as fait évoluer ton offre? Comment tu as Ouais, pu alors il évoluer? y a un mix de plusieurs choses. La première, c'est ce que tu as évoqué. C'est plus tu répètes l'offre, l'expertise, le bouche à oreille, la réputation, la longévité, bah plus tu arrives à avoir un gros momentum. Mhm. En parallèle, le 7 janvier 2015, j'avais lancé donc mon blog vivre-de-société-internet.com sur le web marketing, Ah, ok. qui m'a amené des revenus additionnels, l'expatriation, les revenus passifs. Donc j'avais vraiment deux casquettes qui m'a Ok. permis d'atteindre cela, puisque forcément, en faisant 4-5 ans de web marketing, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi-même, j'étais très passionné par rapport à cela, donc je me suis dit, bah, let's go, je vais commencer à l'enseigner. Et comme tu dis parfaitement, pour vraiment l'intégrer émotionnellement le plus possible, en l'enseignant, ça sera sûr, C'est clair. coincé dans mon cerveau, ad vitam aeternam, et je pourrais l'utiliser dans les prochaines décennies. Donc j'avais vraiment aussi cette optique parce que je voyais que en paris sportif, tout ce que je réalisais, bah, j'étais en mesure vraiment de l'intégrer dans mon esprit. Donc je me suis dit, bah, en enseignant le marketing, même si au démarrage, j'avais pas un objectif chiffré, donc business model pour le monétiser, mais j'étais pas dans l'attente puisque les paris sportifs, donc le web marketing, je l'ai monétisé en 2017. C'est pour ça que j'ai fait x3. Ok. Parce que le web marketing s'est intégré et que j'ai dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Mais même si je faisais zéro, entre guillemets, je faisais déjà des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de plus de 60% dans les paris Eh oui, sportifs, oui. que forcément, bah, j'avais pas cette pression. Et tu le sais comme moi, quand tu travailles pas dans l'urgence, c'est là où tu donnes le meilleur de toi. Ouais, c'est clair. C'est clair, Donc, c'est clair. Ok, donc ouais, t'atteins, on sent le côté exponentiel des choses qui décollent. Ton business décolle, donc tu as une deuxième ligne, on va dire, d'activité qui se met en place. Euh, euh, est-ce qu'il y a un déclencheur voilà, qui t'a... Tu vois, on sent que les étoiles se sont alignées là. Tuc, 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 tuc.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est... Alors, il y a plusieurs déclencheurs. Tu vois, donc 2018, j'ai évoqué que j'ai atteint le million d'euros de patrimoine net. Donc, ça faisait plusieurs années que j'étais à Malte. Et Malte, il faut savoir que c'est un système de paperasse comme la France. Donc, je me suis dit, comme mon frère a 50 plus que moi, il est marié à une femme japonaise et il s'expatrie en Estonie le 4 mai 2016. Ok. Donc, quand il s'expatrie en 2016, en Estonie, c'était lié principalement au visa. Je lui dis, bah, si en 2017, c'est pas du pipeau, donc à l'époque, 0% d'impôt sur les sociétés, création d'une société en 10 minutes chrono, Guinness des records, 190 euros, et 20% sur les dividendes. Et avec la même société, on peut tout faire. Donc pour un paiement unique, on peut tout faire avec la même société. Donc si je dis à mon frère, si à la fin de l'année 2017, si début 2018, c'est pas que du marketing, mais c'est vraiment vrai, parce qu'au début, on se disait, il doit y avoir soit une petite astérix, ou alors on a mal compris, etc. Eh bien, forcément, j'aimerais te rejoindre en 2018 en Estonie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, bah, c'est pas du pipeau, c'est vraiment vrai, il y a 0% d'impôt sur les sociétés, 20% sur les dividendes. Avec la même société, tu payes une fois, tu as accès à vie, etc. Et je décide de m'expatrier en Estonie le 11 avril 2018. Donc aujourd'hui, en 2026, donc toujours 0% d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a 24% sur les dividendes. Et on a également la création de la société, donc 265 euros une fois en accès à vie en 10 minutes. Donc c'est pour cette raison que je suis toujours expatrié là-bas. Et je démarre mes premiers investissements immobiliers. Parce que je sais que tu as 40 lots dans l'immobilier. Donc je fais mon premier investissement le 7 septembre 2018. Donc je démarre petit, entre 50 et 55 000 euros avec un loyer de 350 euros par mois. Mais je paye comptant. Je n'utilise pas l'effet de levier bancaire puisque j'ai l'argent. Tu achètes du coup en Estonie? Ouais, en Estonie. Donc je fais un momentum de 2018-2019, donc 7 septembre 2018, 11 janvier 2019, 21 mai 2019, le 3 et le 4, le 5e 22 août 2019 et le 6e 9 décembre 2019. Donc là, j'ai un gros momentum immobilier. Donc aujourd'hui, c'est 6 biens immobiliers, donc 5 en location longue durée, 1 en location courte durée, 500 000 euros d'investissement, donc que je paye comptant avec les bénéfices de mon entreprise, sont valorisés 750 000 euros et j'ai plus de 30 000 euros net de loyer annuel. Et en parallèle, j'investis dans la crypto-monnaie, donc la première fois le 17 juillet 2017. Puisque, pour la petite anecdote, quand j'ai démarré le club privé Paris Sportif le 17 mars 2013, mon premier assistant de l'époque, qui s'appelle Thomas Chupin, explique l'intérêt d'investir dans le Bitcoin. Donc à cette époque-là, il était entre 100 et 300 dollars. On dit même, mettez 1000 euros, vous avez 2-3 bitcoins et puis vous verrez dans quelques années. Donc qu'est-ce que je fais, Mickaël? Rien du tout. Évidemment, évidemment. Donc, sinon c'est trop simple. 2014, 2015, 2016, 2017 et début 2017, je vois que le bitcoin est à plus de 1000 dollars et je me dis putain, j'étais au courant en 2013, il était entre 100 et 300 dollars, la variation du cours. Je me dis, waouh, j'aurais pu faire entre un x4 et un x10. Il faut peut-être que j'investisse. Qu'est-ce que je fais, Mickaël? Je n'investis toujours pas. Rien du tout. Donc, mai 2017, qu'est-ce que je vois? Le Bitcoin est à près de 2000 dollars. Je me dis, putain, mais il y a 6 mois, il était à 1000 dollars. J'aurais investi, j'aurais encore fait un x2. Qu'est-ce que je fais au mois de juin? Je n'investis toujours pas. Et là, le 17 juillet 2017, à environ 2300 dollars, je me dis, bon, c'est bon, Maxence, arrête tes conneries. Ça fait 4 ans que tu es au courant que le Bitcoin peut être le futur. Même on ne le sait pas. Mais quelques billets, puisque aujourd'hui, donc en 2017, j'avais 500 000 euros de capital, mets un petit billet de 20-30 000 euros, parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai investi pour la première fois donc sur le Bitcoin le 17 juillet 2017. À ton avis, sur quelle plateforme? Donc aujourd'hui, on connaît Coinbase, on connaît Kraken, on connaît Binance. Je te laisse... Mt. Gox ou... Qu'est-ce que tu dirais? Tu vas la connaître quand je vais te le dire? Ça doit être une de celles qui ont explosé, non? C'est une bonne question, mais normalement, je pense que tu vas connaître. C'est la plateforme Bitpanda. Ah oui. Voilà. Normalement, je pense qu'elle existe. Je sais pas. Parce qu'en fait,
pourquoi j'investis sur Bitpanda, et dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ou si vous êtes un peu dans les précurseurs de la crypto, Si vous connaissez Bitpanda, dites-le nous dans les commentaires, ça sera intéressant d'avoir votre retour, puisque ça fait de nombreuses années que je suis au courant qu'il faut investir dans le Bitcoin. Je me dis, ok, Kraken, on me demande des papiers, Binance, ainsi de suite. Donc là, je voulais vraiment, aujourd'hui, le 17 juillet 2017, c'était jamais de la vie. Donc j'étais à un tournage vidéo avec un expert crypto. Je ne sors pas de cette pièce tant que je n'ai pas posé mes premiers milliers d'euros. Voilà. Et il n'y avait que Bitpanda, entre guillemets, qui permettait d'investir directement, instantanément. À l'époque, c'était facile. À l'époque. Et ensuite, potentiellement, tu envoies des justificatifs. Mais au moins, c'est pas... tu as 50 000 papiers envoyés. Et puis, entre guillemets, est-ce que ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore pas investir et je vais me voir le cours 6 mois plus tard plus haut et je vais me dire putain, ça fait chier après 4 ans que je vois à chaque fois des sommets historiques par rapport à tout ça. Donc 2018-2019, donc si bien immobilier en Estonie. Ensuite, crypto-monnaie et bourse à travers l'ETF sur le S&P 500 via le courtier Interactive Broker, et j'investis vraiment en société. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, à chaque fois qu'on réinvestit, on a ce momentum, cet effet cumulé, et on est uniquement taxé quand on récupère du cash. Mais si on ne le récupère pas ou juste une petite partie, forcément, c'est plus intéressant d'investir en société plutôt qu'en nom propre. Ok, clair. Claire, donc tu développes ça à fond. Est-ce que tu vois, comment tu définis, est-ce que pour gérer tes business, tu définis un objectif ou tu essaies de faire du mieux possible? Comment tu abordes ça, toi? Ouais, nous on a vraiment, j'ai à chaque fois des KPI, donc KPI personnel, KPI par collaborateur, pour vraiment aller chercher et atteindre les standards qu'on s'est fixés. Donc, on n'atteint pas nos objectifs, on atteint nos standards. Et à chaque fois, on a 3 KPI, pessimiste, réaliste, optimiste. Ce qui permet d'aller à une ligne de direction. La tendance que j'ai toujours remarquée, en 1 à 3 ans, surtout sur un an, en gros, 100% de chaque année, je n'atteins pas tous mes standards puisqu'il y a des imprévus. Et comme on a des imprévus, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va faire un 4 sur 7 ou 5 sur 8, etc. Et à l'inverse, comme notre cerveau fonctionne en linéaire et que les victoires quotidiennes, c'est exponentiel, eh bien, sur 10 ans, si je te dis « Mickaël, que faisais-tu il y a 10 ans ?» Là, tu vas bugger positivement en disant « Waouh, tout ce que j'ai entrepris en l'espace de 10 ans », sauf que en 10 ans, tu vas atteindre 99% de tout ce que tu t'es fixé, tes rêves et tes objectifs, puisque c'est très difficile pour le cerveau de se projeter à 10 ans ou plus comme on fonctionne de manière linéaire. Et inversement, sur un an, c'est très difficile aussi de l'atteindre, puisque forcément, on ne voit pas les angles morts. Parce que l'objectif d'un imprévu, justement, c'est un imprévu. Donc, sinon, ça ne serait pas un imprévu s'il était prévu sur le chemin. Donc, on connaît tous cette fameuse philosophie. On surestime ce qu'on est capable de faire en un an. Exactement. Et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à 5 à 10 ans. Et en tout cas, à chaque fois, j'ai une vision très très claire. Pour donner 3 exemples afin d'illustrer mes propos, j'avais 3 choses où j'étais absolument convaincu que j'allais réaliser en 2011 d'ici 2020. La première, je me suis dit, je serai millionnaire. La deuxième, je vivrai à l'étranger. Et la troisième, j'aurai un business en ligne au service de ma vie. Donc après, tu m'aurais dit que j'étais expatrié en Estonie, j'aurais jamais cru une seule seconde, que ça allait être fin 2018, le comment, ça s'affine sur le chemin. Mais la vision de j'habite à l'étranger, je suis millionnaire et j'ai un business en ligne où je peux le gérer depuis n'importe où dans le monde, ça c'était sûr à 100% dans mon esprit. Ok. Et en termes de KPI, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires ou tu as d'autres choses Donc moi, c'est chiffre d'affaires, marge et ensuite le plan d'action pour atteindre le résultat. Donc je vais donner une analogie. Donc mon objectif, donc aujourd'hui j'ai un patrimoine net de 5 millions d'euros et je vais donner le plan pour atteindre les 10 millions d'euros d'ici Noël 2028. Donc j'ai 5 millions d'euros, c'est hyper simple à calculer. Donc numéro 1, j'ai une villa au Costa Rica, 1 670 000 $. Numéro 2, 6 biens immobiliers en Estonie d'une valeur de 750 000 € avec 30 000 € de cash flow positif par an. Numéro 3, 2 achats
revente à Dubaï, 250 000 euros plus 175 000 euros, donc 425 000 euros, qui vont être revendus à environ 500 000 euros. On espère le plus possible, mais je suis pessimiste, donc 500 000 euros. Ensuite, j'ai 200 000 euros dans l'or sur l'ETF GBS, 200 000 euros dans la bourse à travers l'ETF CNDX sur le courtier Interactive Broker, 10 Bitcoin et 54 Ethereum et 100 000 euros de trésorerie d'entreprise. Okay. Donc, je fais partie des gens comme toi qui voient le Bitcoin à 500 000 $ dans le futur. Ouais. Et mon momentum, c'est donc de réaliser en 2026 et 2027 1 million d'euros de bénéfices avec mon business en ligne. Et ensuite, sur la partie investissement, je souhaite investir 2 millions d'euros sur le marché des crypto-monnaies au prochain bear market. Okay. Donc, le timing, on ne le sait jamais à 100%, mais de manière générale, moi, je vois à peu près le bear market démarrer à l'été 2026 jusqu'à peut-être l'été 2027. Et ensuite, 2027-2028, remontada. Et en investissant donc les 2 millions d'euros, ça va être la chose suivante. Donc, 700 000 euros dans le Bitcoin, 500 000 euros dans l'Ethereum, et ensuite 100 000 euros crypto numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Donc, top 10 des crypto-monnaies, 700 000 Bitcoin, 500 000 Ethereum et 100 000 euros par crypto-monnaie, puisque en étant relativement dans le bear market, même si je n'aurai jamais le point le plus bas, mais on va dire plutôt bas, admettons que j'ai du Bitcoin en moyenne à 80 000 $ en plein bear market, moi, je pense qu'il sera au moins à 240 000 $, donc 2 millions multiplié par 3 sur l'ensemble des top 10 des crypto-monnaies, 6 millions moins 2 millions égale 4 millions, 4 millions fois 0% d'impôt égale 4 millions. Ok. 5 millions plus 4 millions égale 9 millions, vous avez compris okay, les additions. Je vois la logique. Par rapport à ça. Intéressant, très intéressant. Donc c'est vraiment ce mindset, c'est je réfléchis quels sont les meilleurs leviers. Donc je me pose ces deux grandes questions qui sont les suivantes. Donc première grande question, avec les connaissances, compétences, mindset que j'ai aujourd'hui, quel est le meilleur levier d'enrichissement pour les 12 à 24 prochains mois? Et numéro 2, avec le capital que j'ai, quel est le meilleur levier pour aller chercher le prochain million ou les prochains millions? À chaque fois, je fonctionne comme ça. Bon, on a beaucoup de choses à aborder du coup. Tu as parlé de l'investissement un peu immobilier, donc ce que tu as fait en Estonie, au Costa Rica. Peut-être, tu vois. Ouais, je vais remettre aussi un petit peu de contexte sur comment on était comment tu as décidé en 2019, comme ça sera très intéressant pour pas mal d'investisseurs. Yes, on est parti sur les objectifs. Mais voilà, il y a. Tu peux peut-être reprendre la chronologie. 2018, je vous évoque que je dépasse le million d'euros de patrimoine. Ensuite, 2019, je commence à être pareil, avoir un momentum qui est plutôt intéressant. Et ce qui se passe, c'est que 2020, pandémie mondiale, donc j'investis massivement dans la bourse. Donc, je mets un petit billet de 50 000 euros quand ça a bien descendu, etc. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais mon compte boursier à 600 000 euros. Et en l'espace de 2 semaines ou une semaine exactement, je ne sais plus mais vraiment un laps de temps relativement court, je crois que c'est une semaine, je passe de 600 000 à 399 000 euros. Je fais wow, ok, il y a la théorie et la réalité. Donc, dans la réalité, je sais ce que c'est une baisse brutale de mon compte. Donc, mars 2020, 600 000 euros. 15 mars 2020, 399 000 euros. Et début septembre 2020, je dépasse le million. J'ai 1 068 000. Il y a eu une remontada de dingue. Toi qui investis en bourse, tu dois t'en souvenir. Donc 2020, 2021, plutôt bien. Et donc ensuite, en 2022, donc à partir de février 2022, donc début février 2022, je décide d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, pour mettre aussi un petit peu de contexte, 2017, donc j'investis dans les crypto-monnaies le 17 juillet 2017. Et il y a le bull run qui arrive jusqu'à Noël 2017. Mais qu'est-ce que je fais, Michael? Et peut-être que c'est ton cas. Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as revendu ou rien du tout? Non, j'ai jamais revendu. Moi. Bingo, on est pareil. Et forcément... 2018, ça se pète la gueule, 2019, 2020. Donc, je me dis, je comprends cette philosophie, pas vendu, pas gagné, mais pas perdu non plus. Mais je me dis, c'est con. J'étais passé, je crois, de 40 000 euros à 200 000 euros.
Mais concrètement, là, je dois être à 20 000 euros parce qu'à 2020, même le Bitcoin a dû descendre, je crois, vers 3 000 à 4 000 $, mais vraiment bas, les jours les plus bas. Ouais. Et ce qui se passe en 2021, bull run à nouveau. Et cette fois-ci, je me dis, bah, je ne vais pas faire la même erreur, entre guillemets, mais je revends vachement tôt. C'est là, avec le recul, je me dis, j'ai été bête dans le sens où je revends à environ 36 000 $, mais je revends tout. D'accord. Donc là, je fais une belle plus-value, mais on a deux coups. Fin février ou avril 2021 et novembre 2021, le Bitcoin qui va quasiment à 70 000 $. Donc, bah, quand tu vends à 36 000 $, l'erreur, j'aurais dû vendre peut-être 50% ou 60%, mais j'aurais dû garder un petit peu. Ouais, tu vois, des prises de profit étalées dans le... Ouais. J'en magasine de l'expérience, mais du coup, j'ai plus de crypto, puisque j'ai tout vendu début 2021. Et du coup, 2022, forcément, démarrage de le bear market qui avait déjà lieu. Et la sensation de dingue qui a lieu, c'est que 2022, donc début février 2022, à chaque fois que j'investis dans la bourse et les crypto-monnaies, je perds. Donc, Bitcoin, j'ai investi donc 30 000 $, 28 000 $, 26 000 $, 24 000 $, 20 000 $, 18 000 $, jusqu'à le point bas à environ 16 000 $, mi-novembre, vers le 15 novembre 2022, scandale FTX. Je me dis, c'est quoi ce beans? Ça, mais SBF, qu'est-ce qu'il nous a fait, SBF encore? Voilà. Est-ce que le Bitcoin va aller à 10 000 $ ou 5 000 $? J'hallucine par rapport à tout ça. À cette époque-là, je pense que tout le monde se disait, soit ça va à zéro, soit ça va exploser, mais... En sensation, c'était horrible. On est en zone de risque ultime. Et en bourse, j'étais donc début février 2022, j'étais à environ 1 250 000 $ ou 1 300 000 $. Et donc il y a double élément, tu vas rigoler. Premier élément, le cours baisse de 20%, environ, 25%. Donc qu'est-ce que fait Maxence Rigotier? Il a un peu de cash, mais pas trop de cash. Je fais un emprunt bancaire sur Interactive Broker de 300 000 € avec un taux d'intérêt variable, parce que je me dis, bah, ça a baissé, je ne sais plus exactement, mais on va dire 20%. Je me dis, bah, ça a baissé 20%, entre guillemets, c'est les soldes et tout. Je pose 300 000 balles et qu'est-ce que ça fait? Ça continue de baisser, etc. etc. Et je me souviens, le point bas à 732 000 $. Donc je prends quasiment moins 50% dans la tête, horrible. Et en 2022, je réalise une année où je fais donc 395 000 € de bénéfices avec mon business en ligne et je perds 515 000 € sur le marché des cryptos, de la bourse. Une nouvelle fois, pas vendu, pas perdu. Ouais, mais émotionnellement, je te disais tout à l'heure, donc, la théorie, tu dis... Alors, quand il y a le marché baissier, c'est franchement, émotionnellement, c'est dur. Je me suis dit, waouh, là, je suis plus dans la théorie, je suis dans la réalité. Ton compte boursier a pris quasiment moins 50%. Plus, bah forcément, j'ai quand même un levier à 300 000 balles, avec un taux d'intérêt variable qui augmentait. Et cerise sur le gâteau, entre guillemets, bah, en quelque sorte, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que tu as toujours cette peur vis-à-vis de tout ça. Je me dis, putain, mais Maxence, tu as mis des années à construire ce truc. Genre, en 6 mois, tu te prends à moins 500 000 balles dans la gueule sans pouvoir rien faire, parce que c'est du cercle de non-influence. J'ai aucune influence de refaire monter le cours de bourse, le cours des cryptos. Tu peux juste décider d'attendre. Ouais, d'attendre. Et là, je me suis mis 2 règles. Je me suis dit, bah, numéro 1, j'ai plus d'effet de levier. J'ai pas refait d'effet de levier. J'ai été un peu... quand tu es cupide un peu trop, tu as une sanction. Et numéro 2, je me suis dit, ok, tu as de l'expérience, etc. Zen, ça va remonter. Maintenant, ça peut peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais why not? Ce qui se passe 2023, remontada, entre guillemets. Donc là, magnifique année. Et en janvier 2024, je décide d'investir une immense partie de ce que j'ai en bourse au Costa Rica. Puisque forcément, frayeur en 2022 sur les marchés financiers. Je me dis, 2023, superbe année, hein, il y a eu une année extraordinaire. Là, c'est le bon moment. Et puis, pour moi, 300 000 € d'effet de levier en remontada,
je me suis mis bien. En plus de le cours qui remonte, les cryptos qui remontaient aussi. Donc, comme j'ai eu les coronesses d'investir un petit peu chaque mois, là, je m'enrichis de plus d'1 million d'euros. Et je me dis, et puis cerise sur le gâteau en 2022, c'est qu'en plus de me faire défoncer sur les marchés financiers, sur les cryptos, guerre Ukraine-Russie, moi j'habite en Estonie, donc dans ma tête je me dis il y a peut-être mes cyber immobiliers, ciao, hasta la vista, Maxence, et tu te retrouves. Alors ton compte boursier en train de fondre comme neige au soleil, Oui, c'est sûr que crypto, lol, tes cyber immobiliers que tu as achetés en 2018-2019, coucou Vladimir Poutine, ils vont peut-être se réduire en tas de cendres. Donc là, franchement, c'est à ce moment-là, quand on dit le signe noir, Ouais. là je prends vraiment conscience de waouh. Là, mon gars, tu peux te retrouver, alors pas broke, hein, loin de là, mais genre passer de 2022, ouais, donc janvier 2022, j'avais 2 millions d'euros de patrimoine, donc j'étais officiellement multimillionnaire. Bah, tu peux peut-être passer de 2 millions d'euros de patrimoine à 250K, par Hmm. exemple, tu vois, pour te donner un exemple. Donc, diviser par 10 ton patrimoine en 6 mois, tu te doutes bien que émotionnellement, ça serait horrible. Donc, il y a ces scénarios, tu vois. Ok, j'ai potentiellement 6 biens immobiliers à risque. Marché financier, je me fais défoncer. Crypto, je me fais défoncer. Et je prends conscience de waouh, je dois me géodiversifier. Ok. Donc, je suis allé en Estonie pour 0% d'impôt sur les sociétés. Création d'une société, 290 euros, 265 euros une fois en accès à vie. Et c'est un paradis administratif. Et je regarde sur la planète par rapport à mes valeurs, mon histoire et mon budget, environ 1 million d'euros, quelle destination serait propice pour moi. Et du coup, c'est comme ça que je tombe sur le Costa Rica, puisque je voulais plus investir en Europe, forcément, ayant déjà 750 000 euros à risque lié Ukraine-Russie. Et je me dis, bah, quitte à, entre guillemets, aller dans un autre continent, quel pays pourrait correspondre à qui je suis, mon histoire, etc. Et c'est pour cette raison que Ok. j'arrive au Costa Rica. Donc le premier investissement, 26 janvier 2024, Et 1 253 000 comment tu dollars. fais cet investissement-là? Parce que du coup, c'est un nouveau pays. Tu connais déjà le Costa Rica? Tu as des Alors je regarde contacts? énormément de sujets, énormément pardon, de choses sur le sujet. Ouais. Et je me souviens de mémoire, on avait discuté au séminaire de Christophe Allais, ton banquier à domicile. C'était en novembre 2023, si tu te souviens. Ok, oui, oui, Séminaire oui. R360, et je t'avais dit, bah, je serais intéressé pour des achats-reventes, etc. Oui, oui, oui. Parce que j'avais vraiment cette optique aussi de faire du cash. En gros, dans ma tête, je m'étais dit, la bourse, c'est excellent, mais mentalement, psychologiquement, comme je vais avoir un compte à 7 chiffres et plus, effectivement, j'ai un peu plus de mal pour l'aspect volatilité. Hmm. Là où l'immobilier, certes, tout n'est pas rose, mais au moins, il n'y a pas marqué sur la porte de la villa ou du bien immobilier, moins 20%, moins 30%, et ainsi Oui. de suite. C'est ça qui est plutôt appréciable. Donc, je m'intéresse au sujet. Ouais, Ayant une communauté, un réseau, forcément, bah, tu as vite fait des contacts. Et c'est comme ça que je trouve cette villa. Et après, les préceptes que tu connais de l'immobilier, il y a eu pas mal de propositions, emplacement, 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 yes. parce que je me suis dit, ok, je dois avoir un bien immobilier, si je dois le revendre, qui fasse rêver sur l'aspect emplacement, Hmm. même si je le paye un petit peu plus cher. Ouais, ouais. Ouais, non, je te pose la question parce que je t'en ai parlé, tu sais, je suis en train de développer une offre pour accompagner les investisseurs à investir dans l'immobilier à l'étranger. Et donc, c'est intéressant de voir le Ouais. processus que tu as suivi. Alors toi, je pense que tu peux avoir du réseau au travers de tes clients, au travers de tout ce Ouais, que tu tu as m'avais pu posé la accumuler. question et Euh, ça rebondit un précepte à avoir, yes, monopays versus multidrapeau. Et à exactement. mon sens, aujourd'hui, on doit avoir plusieurs Exactement. drapeaux pour pas être à risque, puisque bah, la seule chose qui existe, c'est que rien n'est sûr. Et pour pouvoir être le plus en sécurité, c'est d'être géodiversifié sur différents continents. Ouais, ouais. Et ouais, je sais que c'est un cap qui est souvent difficile à passer pour les gens. Parce que tu fais face à c'est un autre environnement, la langue, le côté juridique, et voilà, il y a plein de choses qui changent. Tu n'es pas à côté, tu connais pas sur place, tu vois. Donc
Tu fais quoi? Tu prends contact avec un agent sur place? Ouais, c'est un Belge, donc Julien, Ok, qui s'appelle. Lui, il est expatrié en Estonie en Costa Rica, pardon, depuis 2017, d'accord. depuis un petit moment. Et puis ensuite, je fais des visites et il y a différents avantages. La fiscalité, que ça soit majoritairement des Américains. Donc, Mhm, je sais leur facilité à passer à l'action et à faire monter les prix de l'immobilier. mhm, L'aspect passivité du pays, donc c'est le Costa Rica, c'est un peu comme la Suisse. Neutralité, stabilité géographique et politique. Donc il y a plein de critères que je regarde. Et mhm. le budget, puisque j'avais à peu près 1 million d'euros et je voulais avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ce tarif-là. Ok. Et est-ce qu'il y avait d'autres pays qui rentraient dans tes critères? Ouais. Alors, donc, j'ai investi aussi donc, dans 2 achats-reventes sur Dubaï. Ok, Et là, j'ai pour ambition avec Romain Armato, que tu connais également, d'investir, donc une fois que je vais récupérer l'argent de Dubaï, dans le Golden Visa d'Abu Dhabi, ok. pour avoir 3 résidences, Costa Rica, Abu Dhabi, Estonie. Comme ça, j'ai Europe, Émirats et Amérique latine, Amérique centrale, pour vraiment avoir cet aspect multidrapeau. Moi, ce qui est très important pour moi, c'est la pleine propriété. Mhm. J'ai souvent pensé aussi à l'Asie. Oui, Cependant, c'est un problème récurrent. moi personnellement, la pleine propriété est très important pour moi. Oui, oui, donc pour préciser pour ceux qui nous regardent, dans de nombreux pays asiatiques, pas tous, mais nombreux, on peut être propriétaire uniquement du bien immobilier, mais pas du terrain que l'on loue pendant 20 ou 30 ans, qui est renouvelable. Mais c'est pas la même chose et on n'est jamais à l'abri, malgré tout, que l'État, en Thaïlande par exemple, décide que on loue plus les terrains aux Changement étrangers. de politique, ça reste, c'est pas C'est chez toi. c'est Tu pas vois, chez toi. Ça, c'est pas exclure et c'est un risque. Voilà, donc je comprends Moi, je comprends ceux aussi qui investissent, Hmm. mais personnellement, si je peux avoir la pleine propriété, je vais toujours privilégier Oui, un pays qui me la propose versus on me la propose pas. bah oui, oui, clairement, clairement. Donc ok, donc Abu Dhabi. Donc Golden Visa d'Abu Dhabi, ça c'est l'objectif de Ouais. 2026. Quel est le montant pour le Golden Visa? Donc c'est 2 millions de dirhams. Ok, Donc en fonction du cours, entre 400 et 500 000 euros en fonction d'accord. de la variation euro-dirham. Donc ayant des dirhams à Dubaï, je vais les transférer Ok. directement à Abu Dhabi. Et selon moi, Abu Dhabi sera l'avenir et le futur de Dubaï. C'est un peu Oui, comme la Lettonie et l'Estonie de 2020. j'ai vu beaucoup de personnes avoir cette analyse-là. Ça paraît tout à Donc, fait. aimant comme toi être précurseur, business en ligne, crypto-monnaie, etc., je me dis, autant investir à Abu Dhabi où le potentiel de valorisation est supérieur, Mhm. plutôt que de continuer dans un secteur où il est en plein boom. C'est un peu comme si j'investis en Indonésie, au lieu de faire Bali, qui à mon sens est relativement Ouais, réalisé c'est comme bien marché, ouais, c'est bien je développé. préfère faire une autre région. J'ai une membre de mon mastermind Mhm. qui a investi à un autre endroit, j'ai juste oublié le nom. Forcément, si j'investis en Indonésie, je ne Mhm. vais pas investir à Bali. Ouais, Je vais ouais, c'est investir clair. dans un autre endroit qui C'est n'a clair. pas eu fois 3, 4, 5 au cours des 10 dernières années. C'est un bon précepte de manière générale. C'est vrai qu'essayer d'arriver un tout petit peu avant, quand il y a déjà une dynamique en place et de l'accompagner, d'être en début de dynamique, c'est quand même toujours beaucoup plus sympa. Ouais. C'est toujours plus sympa pour Ouais. les opportunités et ensuite avoir un potentiel de gain plus Mhm. important et vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, on est dans une ère de mondialisation. Aujourd'hui, notamment avec la pandémie, les gens sont de plus en plus digitales et ainsi de suite. Donc, avec notre fameuse citation de Cédric Anissette que tu connais également, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Aller dans des endroits où forcément on a cette vision que peu de gens ont eu avant, c'est qu'une question de Mhm. temps pour pouvoir la réaliser. Ouais. Ok. Euh, Du coup, voilà, donc là, tu es sur ce développement-là. En parallèle de ça, ton business en ligne, comment tu le vois? C'est quoi la suite? Tu vois, le marché de l'infoprenariat a quand même beaucoup changé, tu vois. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu observes et c'est quoi les bonnes les leçons que tu en as tirées là sur les années précédentes et puis pour l'avenir? Ouais, comme ça fait de nombreuses années qu'on a démarré sur le web, j'aime bien me poser ces 6 grandes questions qui sont les suivantes. Donc, la première question,
c'est est-ce que le marché est suffisamment grand, scalable pour atteindre la vision? La deuxième grande question, quelle est la marge du business model? Troisième grande question, avec quel avatar je souhaite travailler? Parce qu'on change. Donc généralement, notre avatar évolue puisqu'on devient un petit peu plus une nouvelle version de nous-mêmes. Numéro 4, est-ce que je me vois faire ce business model dans les 5 à 10 prochaines années? Numéro 5, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est durable dans le temps? Et numéro 6, est-ce que le business model est revendable dans le futur? Donc nous, on a un positionnement, donc tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, done for you, plus mastermind, mastermind, mastermind. Donc c'est vraiment cela notre focus. En termes de mindset, KPI financier, donc 40% dans ma poche, donc par tranche de 1 million. Donc en réalisant 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de bénéfices. Là, c'est ça la vision pour l'année 2026. 40%, c'est quoi? C'est la marge nette que tu souhaites marge viser? brute, mais comme il y a 0% d'impôt sur les sociétés, entre le brut et les nets, on est proche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, j'inclus le pôle commercial, setting, closing, head of sales, donc ça doit être maximum 20%. Ensuite, l'aspect marketing, publicité et l'aspect avoir quelqu'un qui s'occupe du marketing, donc max 10%, on a 30%. Ensuite, l'aspect livraison du produit, donc 20% maximum, on est à 50%. Frais bancaires, PayPal, GoCarless, Stripe, 3%, on est à 53%. Ensuite, tous les outils, Twilio, ActiveCampaign, Webinar Jam, Zoom, etc., 2-3%. On est à 56% et ensuite 4% d'imprévus ou de coûts fixes. Voilà. Donc après, on fait les leviers, mais moi, dans le business model, c'est par tranche d'1 million d'euros, je dois avoir 400 000 euros bruts dans ma poche. Et après, c'est à moi de trouver les solutions pour que ces 400 000 euros, dans mon exemple, par tranche de million, soient le plus en net directement in my pocket. D'accord. C'est vraiment cette philosophie. Ça, c'est bien que tu détailles cette structure de coûts. C'est vrai que dans le métier de l'infoprenariat, il y a eu toute une mode où les gens montaient des équipes incroyables, ils avaient des coûts. Ils se prenaient pour une boîte traditionnelle. Welcome Elon Musk, Jeff Bezos, ouais, mais on a des business plus fragiles. Et toujours avoir ce focus sur la rentabilité. C'est clair qu'il faut. C'est des business dans lesquels il y a de très bonnes marges potentielles. Sur le papier, on a des bonnes marges. Voilà. Mais si on n'est pas attentif, si tu prends ces marges peuvent vite se retrouver à des marges quand même relativement faibles si on n'est pas comptable. Un super assistant bras droit, l'assistant, il prend son propre assistant, il délègue chacune des branches de la boîte, et tu te retrouves avec des marges à la fin et toi, il te reste 10%. Quoi. Là-dessus, moi j'ai la chance que je suis comptable dans mon esprit, les chiffres, les KPI, etc. Mais je suis 100% d'accord. Moi, un business model qui n'est pas entre 30 et 60% de marge, je ne le fais pas. Je suis trop capitaliste, entre guillemets, par rapport à ça. Et pour l'aspect patrimoine, ça revient à ce que j'évoquais sur les crypto-monnaies. Ça revient aussi sur le Costa Rica ou d'autres choses. Moi, j'ai pour ambition donc, de faire fructifier mon patrimoine à 20%. Donc, pas forcément chaque année, parce que forcément, une année comme 2022, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand tu as le vent de face, tu as un contre-courant. Ça va être compliqué. C'est impossible, mais dans l'idée, si je reprends l'exemple du Costa Rica, donc j'ai fait un premier achat-revente, 1 253 000 $ et j'ai revendu donc le 22 avril 2025 1 650 000 $ et j'ai racheté donc le 7 août 2025 1 670 000 $ incluant les travaux, etc. Donc c'est vraiment cette philosophie de faire fructifier. Donc 2026, 20% de 5 millions, ça fait 1 million d'euros. Donc c'est comme ça qu'on bénéficie des effets cumulés et après, naturellement, 1 million du business, 1 million du patrimoine en 2026-2027, on est déjà à 9 millions. Il y a des imprévus, je préfère me rajouter un an additionnel, c'est pour ça que j'évoque Noël 2028. Et vraiment, s'il y a une malchance qui peut avoir lieu, hashtag 2008-2022, je sais que ça sera en 2030, mais toujours avoir ça, et c'est cette philosophie et ce proverbe que j'aime bien évoquer, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Ok. Pour terminer, je voulais te poser une question. Tu sais, moi, dans ma vision, ce que j'appelle une vie riche,
il y a 3 piliers, tu vois, il y a, on va dire, l'argent, la liberté, la santé, le bien-être, et puis la famille, etc., les relations personnelles. Comment toi tu définis une vie riche? Qu'est-ce que c'est pour toi une vie riche? Ouais, pour moi, non, je m'excuse aussi, j'ai Ouais, il n'y a pas de souci. les sinus qui sont un petit peu bouchés. Donc, c'est faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Donc ça, c'est vraiment ma définition de la richesse, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. C'est vraiment ces 4 critères. Et si c'est le cas, bah là, vous avez la liberté et c'est ça que j'apprécie. Ok. Et c'est la même chose pour toi du web, d'avoir cette liberté géographique, Ouais, ouais, bien sûr, horaire et clairement. hiérarchique. Et Clairement. les investissements, c'est la même chose. Et ce qui fait, oui, ce qui fait, mais moi, par exemple, une des applications concrètes de ça, ce qui fait que, par exemple, le fait de s'associer, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Hein. Je l'ai fait, mais c'est sur des domaines assez particuliers, mais pour moi, c'est une violation potentielle de ces règles, donc il faut que ça soit fait avec parcimonie, par exemple. Ouais, là, je pense que c'est comme un mariage. Moi, je me suis jamais associé. Cependant, je pense que c'est quand même une force quand tu peux trouver la bonne personne. C'est clair. Mais Les dans talents les peuvent, faits, ouais, 90% des gens que je connais qui sont associés, il y a une fin parce que justement, on change ça fait et partie. arriver à garder cette ouais. ligne directrice mois après mois, année après année, c'est quand même peu courant. C'est clair. Comment tu gères ton temps au quotidien? C'est quoi une journée typique pour toi? Est-ce que tu as une liste d'actions? Tu vois, comment tu organises un peu tout ça? Ouais, donc la grande question que je me pose chaque matin, si ma journée doit se terminer à 14 heures, quel est le one fix, le focus, la chose la plus importante qui doit être réalisée dans mon business? Ok. Donc j'ai toujours les grosses priorités et ce qui me permet d'être focalisé sur l'essentiel, puisque on a tous des imprévus et au moins quand on a une urgence, une merde en quelque sorte, bah forcément la vraie priorité de la journée a été réalisée. Ouais, tu commences par le plus important Ouais, et après le reste, tous les petits exactement. trucs. Comme ça, je me dis, et voilà. Yes. Chacun d'entre nous, on a eu des milliers de fois l'imprévu. On se dit, ah, putain, et je me dis à chaque fois, et c'est pour ça que j'ai toujours tout le temps cette philosophie, heureusement que j'ai ce mindset. Si ma journée doit se terminer à 14 heures, quel est le focus one fix qui va directement vers la vision? C'est la même chose que je dis aux membres de mon équipe. S'il y a une action qui nous amène du point A au point B, c'est cette action-là. Et puis ensuite, tu connais le principe de l'urgent versus important. Oui, oui, clairement. Voilà, le reste, bah, sinon tu te fais tout le temps happer par tout le monde, WhatsApp, imprévu et ainsi de suite. Donc, no stress, fais l'essentiel et puis ensuite on trouvera les solutions pour cet imprévu qui vient de nous tomber sur le nez. Ok. Quelques dernières questions rapides pour terminer. Tu peux répondre en une phrase ou en un mot, assez simple. D'après toi, à 20 ans, est-ce qu'il vaut mieux du coup acheter un appart ou lancer un business en ligne? Business en ligne. Business en ligne. Si tu devais passer un message à quelqu'un d'ambitieux en France, ça serait quoi? Quitte la France s'il n'y a pas de changement sur l'aspect fiscalité pour avoir ce momentum de ta ressource la plus précieuse, le temps, à 50% de taxes sur 40 ans. C'est 20 ans de ta vie qu'on te vole. Donc je préfère que tu gardes ces 20 ans précieux pour des choses qui te tiennent à cœur et que tu réalises tes rêves et tes objectifs. Merci Maxence, ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter un dernier élément? Ouais, bah, je vais donner 2 adages et 2 philosophies Yes. que j'ai. La première, quand on investit, on s'investit. Donc on est notre propre BCE. Donc à chaque fois que j'ai investi en moi, donc j'ai investi au cours des 15 dernières années, donc depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, 350 000 euros en mois, séminaire, formation, mentor, coach, mastermind. Et ces 350 000 euros sont transformés en 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé, 5 millions d'euros de patrimoine net. Ce que j'ai ici, personne ne peut me le taxer. Et ce qui me permet d'être ma propre banque avec ce momentum de 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Et la deuxième philosophie que j'ai systématiquement, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Le cerveau est linéaire, la vie est exponentielle et c'est très important d'avoir cette vision à 5, 10 et 15 ans. Et à chaque fois que vous mettez un regard dans le rétro, 10 ans en arrière, on se dit waouh, Yes. dans toutes les branches de votre vie, vous allez être impressionné des petites actions anodines, quotidiennes qu'on réalise et les résultats réels et concrets que l'on obtient.
Ok, merci beaucoup Maxence. Avec plaisir. Laissez-nous un commentaire, mettez un pouce si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Vous avez vu que Maxence a un mindset C'est carré. assez impressionnant en tant qu'entrepreneur et c'est pour ça que je tenais à vous partager son parcours. Et merci encore une fois pour cette interview Maxence. Voilà, allez suivre Maxence, je vous mettrai les liens si jamais vous voulez être accompagné sur les tunnels de vente. Et en tout cas, on se retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. Merci. Merci Mickaël. À très vite et go go go.